L'ex-soldat solitaire sauve un parachutiste. Elle ignorait qu'il était millionnaire. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le Paxupesset. Soleil brillait intensément sur Belle-Rive lorsque Claire Dubois descendit du bus avec son sac militaire usé. À 35 ans, elle portait bien plus que ses simples affaires. Chaque cicatrice invisible sur son âme pesait autant que les médailles qu'elle gardait dans la boîte de souvenirs qu'elle avait juré de ne jamais rouvrir. Après 15 ans de service dans l'armée française, spécialisée dans les opérations de sauvetage en zone de conflit, elle avait décidé qu'il était temps de trouver un refuge loin des souvenirs qui la hantaient chaque nuit. Elle avait choisi Belle-Rive par hasard. Ou peut-être n'était-ce pas un hasard. Quelque chose l'attirait vers cette petite ville de province. Peut-être était-ce la tranquillité apparente ou la distance adéquate des grands centres urbains. Elle n'admettrait jamais que le fait que Belle-Rive soit connue comme la capitale nationale du parachutisme avait influencé sa décision. Après tout, elle fuyait tout ce qui pouvait reconnecter son présent avec son passé militaire. La petite maison louée à la périphérie de la ville était modeste, mais suffisante pour quelqu'un qui avait appris à vivre avec le minimum, des murs blancs, une petite cour, des voisins suffisamment distants pour permettre la solitude qu'elle désirait tant. Durant les premiers jours, Claire maintint sa routine méticuleusement calculée. Elle se réveillait à 5 heures du matin, courait 10 kilomètres, préparait un café simple et passait le reste de la journée à organiser la maison, évitant au maximum tout contact social. Madame Élise, sa voisine de 70 ans, fut la première à briser sa barrière d'isolement. Avec un gâteau de semoule encore chaud entre les mains, elle frappa à sa porte un dimanche matin. « Mademoiselle, ce n'est pas bon de rester seule si longtemps. Je suis venue vous souhaiter la bienvenue. » Claire accepta le gâteau avec un sourire, contenu, mais n'invita pas la dame à entrer. Malgré tout, Madame Élise continua à apparaître, parfois avec des gougères, d'autres fois simplement pour un bonjour. La persistance chaleureuse de la vieille dame commença, imperceptiblement, à briser la glace que Claire cultivait autour d'elle. Pour subvenir à ses besoins, elle trouva un emploi comme instructrice dans la salle de sport locale. Elle n'avait pas besoin de parler de son passé. Son corps athlétique et sa posture impeccable parlaient d'eux-mêmes. Les élèves respectaient son sérieux et elle appréciait le fait que personne ne pose de questions personnelles. La nuit, quand le silence devenait assourdissant, ses cauchemars prenaient une vie. Des flashs d'opérations risquées, le bruit d'explosions lointaines, les cris de camarades blessés. Ce n'étaient pas les opérations en elles-mêmes qui la traumatisaient, c'était l'impuissance face à la souffrance des autres, la culpabilité de n'avoir pu sauver tout le monde, les décisions difficiles qu'elle avait dû prendre. Un souvenir en particulier la poursuivait avec plus d'intensité. L'opération à Croix-du-Sud, à la frontière avec le Pérou. Le sergent Duval, son mentor, lui avait confié le commandement d'un sauvetage délicat. Tout avait échappé à son contrôle quand Claire secoua la tête, comme si le mouvement physique pouvait éloigner ses souvenirs. Elle s'était promis de ne jamais revisiter ce jour. C'était pour cela qu'elle était ici, pour laisser le passé enterré. Peu à peu, presque contre sa volonté, elle commença à connaître la ville. Les samedis matins, elle s'autorisait à prendre un café à la boulangerie du Père Antoine, où elle observait silencieusement la vie des habitants locaux. Elle voyait des familles réunies, des couples main dans la main, des enfants courant insouciants. C'était comme regarder un film sur une réalité qui ne lui appartenait pas. Un matin, alors qu'elle courait dans le parc municipal, elle remarqua une agitation inhabituelle au Centre national de parachutisme. Plusieurs voitures garées, des gens agités, des équipements en préparation. Quelque chose d'important allait se produire. Claire accéléra le pas, déterminée à éviter toute proximité avec ce monde qui lui rappelait tant son ancienne vie. Mais le destin a des façons curieuses d'agir. Sur le chemin du retour, elle croisa un groupe d'hommes qui transportaient des équipements de parachutisme. L'un d'eux, grand et athlétique, avec un sourire confiant qui semblait ne pas connaître l'échec, s'arrêta en la voyant. « Bonjour, vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec une familiarité qui la dérangea. « Oui, » répondit-elle sèchement, se préparant à poursuivre son chemin. « Mathieu Lefebvre, » il tendit la main. « Nous organisons un événement caritatif de parachutisme ce week-end. Vous devriez venir. » Claire serra
brièvement sa main, remarquant les callosités caractéristiques de quelqu'un qui pratique des sports d'aventure. « Merci pour l'invitation, mais ce n'est pas mon truc. »« Vous êtes sûr? Vous avez l'air de quelqu'un qui n'a pas peur de la hauteur, » insista-t-il, avec un regard pénétrant qui semblait voir au-delà de la façade qu'elle avait construite. « J'ai peur d'autre chose, » répondit-elle énigmatiquement, s'éloignant avant qu'il ne puisse continuer la conversation. Durant le reste de la semaine, Claire essaya d'ignorer les affiches dispersées dans la ville annonçant le Grand Saut solidaire, un événement qui collecterait des fonds pour l'hôpital pour enfants de la région. L'image de Mathieu Lefebvre souriait sur chaque affiche, avec d'autres parachutistes célèbres qui participeraient à la démonstration. Le vendredi, Madame Élise apparut à sa porte avec une invitation impossible à refuser. « Ma fille, vous devez m'accompagner demain. Mon petit-fils, le petit Pierre, est fasciné par ces parachutistes, mais mes genoux ne supportent pas de rester debout trop longtemps. J'ai besoin de quelqu'un de fort comme vous pour m'aider. » Claire tenta de trouver une excuse, mais le regard plein d'espoir de la vieille dame brisa ses défenses. « D'accord, Madame Élise. À quelle heure voulez-vous y aller ?» Le samedi, à contre-cœur, Claire se retrouva entourée par des centaines de personnes enthousiastes, toutes regardant le ciel dans l'expectative. Le petit Pierre, un garçon de 8 ans aux yeux curieux, tenait sa main avec confiance, posant des questions incessantes sur les avions et les parachutes. « Vous avez déjà sauté en parachute, tante Claire ?» demanda-t-il innocemment. Cette simple question amena une vague de souvenirs. Les entraînements de saut dans l'armée, l'adrénaline, la sensation de liberté dans les quelques secondes de chute libre avant d'ouvrir le parachute. Claire sentit son cœur s'accélérer. « Oui, Pierre, il y a longtemps. » « Et vous n'avez pas eu peur ?» Elle sourit, pour la première fois depuis longtemps, un sourire authentique. « On a toujours peur. Le secret est de ne pas la laisser nous contrôler. » À ce moment, le premier avion commença son ascension, et Claire sentit quelque chose s'éveiller en elle, une étincelle de vie qu'elle pensait éteinte à jamais. Tandis qu'elle observait les préparatifs, elle ne remarqua pas que Mathieu Lefebvre l'observait depuis la piste, avec un sourire de reconnaissance et une expression qui suggérait que cette rencontre était loin d'être fortuite. Le ciel de Bellerive était exceptionnellement bleu ce samedi matin. Claire observait, avec un mélange de fascination et d'appréhension, les parachutistes qui se préparaient pour le grand événement. Chaque mouvement des athlètes, chaque vérification d'équipement, chaque regard confiant vers le ciel, tout lui était douloureusement familier. Ses doigts fourmillaient du souvenir musculaire de nouer des cordes et vérifier des fermetures. Un savoir qu'elle avait tenté d'enterrer avec son uniforme militaire. « Regardez, tante Claire, c'est Mathieu Lefebvre !» s'exclama Pierre, pointant, avec enthousiasme, l'homme qui marchait vers l'avion principal, entouré d'une petite équipe. Mathieu portait une combinaison bleue et dorée personnalisée qui le distinguait des autres. Sa posture révélait confiance et expérience, mais il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux que Claire reconnut immédiatement. Ce mélange d'excitation et de respect du danger que possède tout bon sauteur. Il s'arrêta brièvement pour prendre des photos avec des admirateurs et signer des autographes pour des enfants enthousiastes, incluant Pierre, qui courut dans sa direction en traînant Claire par la main. « Monsieur Lefebvre, je peux prendre une photo avec vous ?» demanda le garçon, pratiquement bondissant d'excitation. Mathieu s'accroupit pour être à la hauteur de Pierre. « Bien sûr, champion. Et qui est votre accompagnatrice ?» Claire se sentit mal à l'aise sous le regard curieux de Mathieu. « Claire Dubois, j'accompagne simplement le petit-fils de ma voisine. La femme qui n'a pas peur de la hauteur, mais qui a peur d'autre chose, » commenta-t-il avec un sourire énigmatique. « Nous nous sommes déjà rencontrés, Pierre. Ta tante est nouvelle en ville. »« Elle a déjà sauté en parachute, » déclara le garçon fièrement comme s'il partageait un secret important. Mathieu haussa les sourcils, sincèrement surpris. « Vraiment ? Peut-être devriez-vous vous joindre à nous aujourd'hui. »« Ça, c'est du passé, » répondit Claire sèchement. Quelque chose dans son ton sembla éveiller la curiosité de Mathieu, mais avant qu'il ne puisse répondre, l'un des organisateurs l'appela. « Je dois y aller, le devoir m'appelle. Profitez du spectacle. » Tandis qu'il s'éloignait, Claire ne put s'empêcher de remarquer sa façon de marcher, avec la même détermination qu'elle avait vue tant de fois chez ses compagnons de mission. Il y avait quelque chose chez Mathieu Lefebvre qui ne
correspondait pas parfaitement à l'image du sportif aventurier. L'animateur annonça le début des présentations avec un enthousiasme exagéré. La foule s'agita en anticipation. Le premier groupe de parachutistes monta dans l'avion, incluant Mathieu, qui serait la vedette principale de l'événement. Claire expliquait patiemment à Pierre chaque étape du processus, tandis que l'avion prenait de l'altitude. « Pourquoi ils montent si haut, tante Claire ?» Pour avoir le temps de faire des manœuvres avant d'ouvrir leur parachute. Plus ils sont hauts, plus ils ont de temps de chute libre. Et si le parachute ne s'ouvre pas? Cette question innocente fit remonter des souvenirs que Claire tentait de supprimer. Ils ont un parachute de secours, et des gens comme moi qui ont été formés pour gérer les urgences. Dans le ciel, l'avion atteignit l'altitude idéale. Un à un, les parachutistes commencèrent à sauter, formant des figures géométriques dans les airs. La foule applaudissait et s'exclamait à chaque nouvelle formation. Claire, malgré elle-même, était hypnotisée par cette danse aérienne, ressentant à nouveau ce mélange unique d'adrénaline et de paix que seuls ceux qui ont expérimenté la chute libre connaissent. Mathieu fut le dernier à sauter. Son programme était plus audacieux. Il incluait des manœuvres acrobatiques complexes qui exigeaient précision et expérience. La foule retint son souffle quand il sauta de l'avion, tournant en spirale parfaite pendant sa chute. Sa performance était impeccable, presque poétique dans son exécution. C'est alors que cela se produisit. Claire le remarqua avant quiconque. Quelque chose dans le mouvement de Mathieu changea. Une hésitation subtile, un ajustement qui n'aurait pas dû être nécessaire. Ses yeux entraînés pour détecter les problèmes dans les situations d'urgence captèrent le moment exact où il tenta d'activer son parachute principal et que rien ne se passa. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-elle, sentant son pouls s'accélérer. Mathieu essaya à nouveau, cette fois avec des mouvements plus urgents. La foule, encore inconsciente du danger, continuait d'applaudir, pensant que tout faisait partie du spectacle. Seuls les autres parachutistes déjà posés et les techniciens avec des jumelles perçurent que quelque chose ne se passait pas comme prévu. Claire confia rapidement Pierre à Madame Élise. « Restez avec lui », dit-elle, courant déjà vers la zone d'atterrissage, calculant mentalement la trajectoire de chute de Mathieu. Finalement, Mathieu activa son parachute de secours. Le public applaudit, pensant que c'était une partie de la présentation, mais Claire savait que tout n'allait pas bien. Le parachute de secours s'ouvrit partiellement, ralentissant la chute, mais pas suffisamment. De plus, Mathieu était maintenant emporté par le vent hors de la zone d'atterrissage désignée, en direction d'une région avec des arbres et des lignes électriques. « Il va tomber dans la zone d'eucalyptus !» cria l'un des techniciens, activant déjà l'équipe de secours d'urgence. Mais Claire était devant eux. 15 ans d'entraînement en opération de sauvetage prirent le contrôle. Elle courait non comme la civile qu'elle essayait d'être maintenant, mais comme la militaire qu'elle serait toujours au fond de son âme. Calculant le point probable d'impact, Claire arriva à la petite forêt d'eucalyptus quelques secondes avant Mathieu. Elle vit quand il réussit avec une habileté impressionnante à éviter les lignes électriques, mais au prix d'être projeté directement contre les arbres. L'impact fut violent. Le parachute s'emmêla dans les branches hautes et Mathieu resta suspendu à environ 6 mètres du sol, son corps se balançant dangereusement. « Mathieu !» cria Claire. « Vous m'entendez ?» Un gémissement de douleur fut la seule réponse. Sans hésiter, Claire commença à grimper à l'arbre. Le tronc lisse de l'eucalyptus rendait l'ascension difficile, mais elle trouvait des appuis là où d'autres n'en verraient pas, utilisant des techniques apprises lors d'entraînements de survie en jungle. Son corps se déplaçait avec la précision d'une machine bien calibrée, chaque muscle se rappelant exactement quoi faire dans une situation de sauvetage. Quand elle atteignit Mathieu, elle vit qu'il était à moitié conscient, avec une coupure au front qui saignait abondamment et le bras dans un angle étrange, probablement cassé. Le plus préoccupant, cependant, était que les cordes du parachute étaient enroulées autour de son cou et chaque mouvement l'étranglait davantage. « Ne bougez pas !» ordonna-t-elle, avec la voix ferme de commandement qu'elle n'avait pas utilisée depuis des mois. « Je vais couper les cordes. » De sa poche, elle sortit un petit couteau suisse qu'elle portait toujours, une habitude militaire qu'elle n'avait pu abandonner. Avec des mouvements précis, elle commença à couper les cordes qui le retenaient
prenant soin de maintenir son corps appuyé pour qu'il ne tombe pas une fois. « Libéré. Vous semblez savoir ce que vous faites, » murmura Mathieu, entre des respirations difficiles. « Taisez-vous et laissez-moi travailler, » répondit-elle, concentrée sur sa tâche. Au loin, elle pouvait entendre les sirènes de l'ambulance et les cris de l'équipe de secours qui approchait, mais elle savait que chaque seconde était précieuse. Le corps de Mathieu devenait plus lourd dans ses bras à mesure qu'il perdait conscience. Finalement, après avoir coupé les dernières cordes, Claire réussit à appuyer Mathieu contre le tronc de l'arbre. Elle déchira un morceau de son propre t-shirt et pressa contre la blessure à sa tête pour arrêter le saignement. De l'autre main, elle vérifia ses signes vitaux. Pouls faible, mais stable, respiration superficielle. « Mathieu, restez avec moi. L'aide arrive. » Ses yeux s'ouvrirent brièvement, se fixant sur les siens avec une clarté surprenante pour quelqu'un dans son état. « Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial en vous, » murmura-t-il avant de perdre à nouveau conscience. Quand l'équipe de secours arriva finalement, ils trouvèrent Claire tenant fermement Mathieu contre elle, le protégeant d'une chute fatale, avec la détermination féroce de quelqu'un qui avait déjà vu la mort de près plusieurs fois et refusait de permettre qu'elle emporte quelqu'un d'autre. « Il a besoin de soins immédiats », informa-t-elle les ambulanciers, les aidant à stabiliser Mathieu pour le sauvetage. Traumatisme crânien possible, fracture ouverte au bras droit, suspicion de côte cassée et risque d'asphyxie. J'ai déjà stabilisé le cou et arrêté le saignement principal. La précision technique de son rapport fit que les ambulanciers la regardèrent avec surprise. « Vous êtes médecin ?» demanda l'un d'eux pendant qu'il travaillait. « Non », répondit Claire, observant tandis qu'il plaçait Mathieu sur la civière spéciale pour le descendre. « Juste quelqu'un qui a vu beaucoup d'accidents. » Tandis que l'ambulance s'éloignait avec Mathieu, Claire resta immobile, observant. Son corps tremblait maintenant, non de peur, mais de la décharge d'adrénaline. Pour un bref moment, elle avait de nouveau été la lieutenant Dubois, spécialiste du sauvetage dans des conditions extrêmes. Et malgré tout ce qu'elle voulait nier, quelque chose en elle s'était senti vivant à nouveau. L'hôpital municipal de Bellerive était petit, mais étonnamment bien équipé. Claire resta dans la salle d'attente pendant des heures, incapable de partir sans connaître l'état de Mathieu. Elle ne pouvait expliquer même à elle-même pourquoi elle se souciait tant du sort d'un homme qu'elle connaissait à peine. Peut-être était-ce simplement l'instinct militaire de ne jamais abandonner une personne secourue avant d'être certain de sa sécurité. Madame Élise avait ramené le petit Pierre à la maison, non sans avoir d'abord serré Claire dans ses bras avec des larmes aux yeux. « Vous êtes un ange, ma fille, un véritable ange. » Les mots de la vieille dame résonnaient dans son esprit tandis qu'elle attendait. Un ange, elle qui portait tant d'ombres, tant de fantômes. L'ironie était presque douloureuse. Le bourdonnement dans l'hôpital augmenta soudainement. Infirmières et réceptionnistes s'agitaient avec une animation inhabituelle, chuchotant entre elles. Claire capta des fragments de conversation. L'hélicoptère est déjà en route, directement de Lyon. Famille importante. Une femme élégante d'âge moyen entra précipitamment par la porte principale, suivie de deux hommes en costume qui ressemblaient à des gardes du corps. Son visage montrait la marque inconfondable de l'inquiétude maternelle. « Je suis Éléonore Lefebvre. Où est mon fils? Je veux voir Mathieu immédiatement. » Sa voix était ferme, habituée à donner des ordres et à être obéie. La réceptionniste, visiblement nerveuse, conduisit la femme à l'intérieur de l'hôpital. Claire observa la scène avec une compréhension croissante. Mathieu n'était pas seulement un sportif aventurier. Il appartenait à une famille importante, probablement influente. Environ une demi-heure plus tard, un médecin s'approcha de Claire, qui restait assise dans un coin discret de la salle d'attente. « Vous êtes Claire Dubois, la personne qui a secouru Monsieur Lefebvre. »« Oui, c'est moi. La famille de Monsieur Lefebvre aimerait vous parler. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » À contre-cœur, Claire suivit le médecin à travers les couloirs de l'hôpital jusqu'à une salle privée. Mathieu était allongé sur le lit, conscient, le bras plâtré et un pansement sur le front. À ses côtés, Éléonore Lefebvre maintenait une posture rigide qui ne parvenait pas à dissimuler complètement son inquiétude. « Alors c'est vous, » dit Éléonore, examinant Claire de la tête aux pieds. « La femme qui a sauvé mon fils. » Claire se sentit mal à l'aise sous ce regard évaluateur. « J'ai simplement fait ce que n'importe qui aurait fait.
Non, ce n'est pas vrai, interrompit Mathieu, sa voix plus forte qu'elle ne s'y attendait. N'importe qui aurait attendu l'équipe de secours. Vous avez escaladé un eucalyptus de presque 10 mètres à main nue et m'avez maintenu en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Le médecin a dit que j'aurais suffoqué avec les cordes du parachute si vous n'aviez pas agi si rapidement. Où avez-vous appris des techniques de sauvetage de ce niveau ? Demanda Éléonore avec une curiosité sincère. Claire hésita. Formation militaire. J'ai servi dans l'armée pendant 15 ans. L'armée ? Mathieu parut encore plus intéressé. Dans quelle unité ? 6e bataillon d'opérations spéciales, spécialisé dans le sauvetage en conditions extrêmes. Mais c'est du passé, ajouta-t-elle rapidement, mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Une lueur de reconnaissance passa dans les yeux de Mathieu. Vous avez servi sous le commandement du sergent Duval. La mention de ce nom frappa Claire comme un coup de poing dans l'estomac. Comment connaissez-vous le sergent Duval ? Avant que Mathieu ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et une équipe médicale entra dans la salle. Monsieur Lefebvre, l'hélicoptère est prêt à vous transporter à Lyon. Nous devons vous préparer pour le transfert. Éléonore se tourna vers Claire. Mon fils a besoin d'un traitement spécialisé qui n'est pas disponible ici. Nous l'emmenons dans notre clinique à Lyon. Je comprends. Je vous souhaite un bon rétablissement, répondit Claire soulagée, de pouvoir mettre fin à cette conversation inconfortable. Quand elle se tourna pour partir, elle sentit la main de Mathieu saisir son poignet. « Claire, nous devons parler. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez à Bellerive, n'est-ce pas ?» Elle retira son bras, confuse et alarmée. « De quoi parlez-vous ? Bien sûr que c'est une coïncidence. Le sergent Duval parlait de vous, de la meilleure élève qu'il ait jamais eue. » Les yeux de Mathieu cherchèrent les siens, intenses malgré la médication. « S'il vous plaît, donnez-moi votre contact. Il y a des choses que vous devez savoir. » Réticente et intriguée à parts égales, Claire écrivit son numéro de téléphone sur un bout de papier et le remit à Mathieu avant de quitter rapidement la salle. La semaine suivante, Claire devint involontairement une célébrité locale. L'histoire de l'ex-militaire qui avait héroïquement sauvé le fameux parachutiste millionnaire se répandit rapidement dans la petite ville. Des personnes qui remarquaient à peine sa présence auparavant la saluaient maintenant dans les rues, lui offrèrent du café gratuit à la boulangerie, souriait et faisait des signes de la main. Cette reconnaissance publique était exactement ce qu'elle était venue éviter à Bellerive. L'attention la mettait mal à l'aise, exposée. Chaque sourire, chaque remerciement était un rappel de ce qui s'était passé à Croix-du-Sud quand elle avait reçu des médailles pour une mission qu'elle considérait comme son plus grand échec. Un matin particulièrement difficile, après une autre nuit de cauchemar, Claire décida de courir plus tôt que d'habitude. Les rues étaient désertes, à l'exception d'une voiture noire luxueuse stationnée près de sa maison. Lorsqu'elle passa devant, la portière s'ouvrit. Claire Dubois, un homme d'âge moyen, portant un costume impeccable, sortit du véhicule. « Je m'appelle Édouard Moreau, assistant personnel de Monsieur Lefebvre. Il aimerait vous inviter à une rencontre. »« Mathieu est à Lyon, en convalescence, » répondit-elle méfiante. « Monsieur Lefebvre est revenu hier soir. Il séjourne dans sa propriété aux environs de la ville et insiste sur le fait que le sujet est d'une extrême importance. » Claire hésita. La mention du sergent Duval, lors de leur brève rencontre à l'hôpital, l'avait profondément perturbée. Comment Mathieu connaissait-il son mentor? Que savait-il sur elle? Et pourquoi sentait-elle qu'il y avait plus dans cette histoire qu'une simple coïncidence? Quand veut-il me voir? Maintenant, si possible. La voiture est à votre disposition. Après un moment de délibération, Claire acquiesça. Je vais me changer et je reviens dans 15 minutes. La propriété de Mathieu Lefebvre se trouvait à environ 20 km de Bellerive, une ferme moderne entourée d'hectares d'espaces verts préservés. La maison principale était une impressionnante structure de verre et de bois qui s'intégrait harmonieusement au paysage naturel. Édouard conduisit Claire jusqu'à une vaste terrasse avec vue sur une vallée luxuriante. Mathieu était assis dans un fauteuil roulant, le bras encore plâtré, mais avec une apparence meilleure qu'elle ne l'espérait. « Merci d'être venu, » dit-il, congédiant Édouard d'un geste. « Je vous en prie. Asseyez-vous. » Claire resta debout. « Comment connaissez-vous le sergent Duval ?» Mathieu sourit. « Droit au but, j'aime ça. » Il indiqua de nouveau la chaise. « C'est une longue histoire, je préfère vous la raconter avec vous confortablement installé. » À contre-cœur, elle s'assit. Mathieu regarda l'horizon un moment.
comme s'il organisait ses pensées. Il y a 7 ans, j'étais au Pérou pour un projet d'exploration d'une zone reculée pour un possible écotourisme. Notre hélicoptère a subi une panne et s'est écrasé dans la forêt. Moi et 2 guides avons survécu à l'impact, mais nous étions blessés et perdus en territoire hostile, proche d'une zone de conflit. Claire sentit son cœur s'accélérer. La chronologie coïncidait avec sa mission à Croix-du-Sud. Nous avons passé 3 jours dans la jungle, essayant de trouver le chemin du retour. L'un des guides était gravement blessé. J'avais la jambe cassée et nous étions sans communication. C'est alors que nous avons rencontré une patrouille française. Le 6e bataillon, murmura Claire. Exactement. Ils étaient en mission. De reconnaissance à la frontière. Le commandant de cette patrouille, sergent Duval, a risqué sa mission originale pour nous secourir et nous a ramenés en sécurité jusqu'à Croix-du-Sud. Claire ferma les yeux. Les souvenirs qu'elle s'était tant efforcée de supprimer revenaient avec une force totale. Le sergent Duval a toujours priorisé les vies humaines, même quand cela signifiait contrevenir aux ordres. C'est ce qui a sauvé ma vie, acquiesça Mathieu. Durant ses jours de sauvetage, il a beaucoup parlé de sa meilleure élève, une lieutenante brillante qu'il avait personnellement formée. Quelqu'un avec un instinct naturel pour sauver des vies. Le nom de cette lieutenante était Claire Dubois. Cela n'explique pas pourquoi vous êtes à Belle-Rive ou comment vous m'avez trouvé. Mathieu s'ajusta dans son fauteuil, visiblement inconfortable avec le plâtre. Après ce sauvetage, le sergent Duval et moi sommes restés en contact. Nous sommes devenus amis. Il m'a raconté l'opération à Croix-du-Sud qui a mal tourné. Comment vous avez quitté l'armée après cela et combien il s'inquiétait pour vous. Claire se leva brusquement. Je ne veux pas parler de ça. Claire, je sais que vous vous blâmez pour ce qui est arrivé, mais le sergent Duval ne vous a jamais blâmé. Il disait toujours que vous aviez tout fait correctement, que parfois le monde ne coopère simplement pas, peu importe à quel point nous sommes bien entraînés. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé, dit-elle, la voix tremblante. J'en sais plus que vous ne l'imaginez, répondit-il doucement. Je sais que vous vous êtes isolé à Belle-Rive pour fuir le passé. Et je sais que quand vous m'avez vu suspendu à cet arbre, vous n'avez pas hésité à redevenir qui vous êtes vraiment, quelqu'un qui sauve des vies. Claire regarda Mathieu, ressentant un mélange confus de colère, de peur et une étrange sensation de soulagement d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui semblait comprendre quelque chose de ses démons intérieurs. « Pourquoi me dites-vous tout cela? Que voulez-vous de moi ?» Mathieu se pencha en avant, ses yeux rencontrant les siens avec intensité. « Je veux vous offrir un travail, Claire. Je monte une équipe d'élite pour des opérations de sauvetage et de sécurité humanitaire dans des zones difficiles d'accès autour du monde. J'ai besoin de quelqu'un avec votre expérience et vos compétences pour former et diriger cette équipe. Je ne suis pas intéressé à retourner dans ce monde. Vous êtes sûr? Parce que ce que j'ai vu dans cette forêt d'eucalyptus, c'était une femme qui, malgré toutes ses tentatives de le nier, est encore une secouriste au plus profond de son être. » Claire conduisait de retour vers Belle-Rive avec des pensées en ébullition. La proposition de Mathieu Lefebvre résonnait dans son esprit, éveillant des sentiments contradictoires qu'elle tentait depuis longtemps de supprimer. D'un côté, l'idée de recommencer à faire des sauvetages, d'utiliser ses compétences pour sauver des vies, provoquait une étincelle de sens qu'elle n'avait pas ressentie depuis son départ de l'armée. De l'autre, la peur paralysante de revivre les traumatismes de Croix-du-Sud la hantait. En arrivant chez elle, elle trouva Madame Élise qui attendait anxieusement sur sa véranda. « Ma fille, où étiez-vous? Un homme vous cherche depuis ce matin. » Un homme? L'assistant de Mathieu Lefebvre. Non, non, un monsieur d'une 60aine d'années, cheveux grisonnants, posture militaire. Il a dit qu'il est votre ami et qu'il doit vous parler de toute urgence. Le cœur de Claire s'accéléra. La description correspondait parfaitement au sergent Duval. Serait-ce possible? A-t-il laissé un contact? Il a dit qu'il reviendrait plus tard, il semblait assez déterminé. Madame Élise hésita, préoccupée par la soudaine pâleur de Claire. « Tout va bien, ma fille ?»« Oui, j'ai juste besoin de me reposer un peu. » À l'intérieur de sa maison, Claire commença à faire les 100 pas, incapable de calmer ses nerfs. Si c'était vraiment le sergent Duval, que voulait-il? Pourquoi apparaître maintenant, précisément quand Mathieu Lefebvre entrait dans sa vie avec cette proposition? Était-ce une élaborée?
Coïncidence ou y avait-il quelque chose de plus? Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était un numéro inconnu. « Allô? Lieutenant Dubois ?» La voix grave et familière à l'autre bout de la ligne fit son estomac se nouer. « Sergent, Duval, ce n'était pas une question. Nous devons parler, Claire. Je suis à Bellerive. Mathieu Lefebvre vous a déjà parlé. Oui, je viens de rentrer de sa propriété. Il m'a offert un travail. Et qu'avez-vous répondu? Que je n'étais pas intéressé. Un long soupir se fit entendre à l'autre bout de la ligne. Pouvons-nous nous rencontrer? Il y a des choses que vous devez savoir, des choses que je ne vous ai pas dites quand vous avez quitté le service. Claire ferma les yeux, luttant contre la vague de souvenirs que la voix de son ancien mentor évoquait. Café du Père Antoine dans 1 heure. Le café du Père Antoine se trouvait sur la place centrale de Bellerive. C'était un établissement simple, fréquenté principalement par les habitants locaux, ce qui garantissait une certaine intimité même dans un lieu public. Claire arriva délibérément 20 minutes avant l'heure convenue pour choisir une table discrète au fond, d'où elle pouvait observer l'entrée. Ponctuellement, le sergent Charles Duval entra dans le café. Malgré ses 62 ans, il conservait la posture droite et la démarche décidée de l'époque du service actif. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient maintenant presque complètement gris et quelques nouvelles rides marquaient son visage bronzé, mais ses yeux perspicaces restaient les mêmes. Des yeux qui voyaient au-delà des apparences, qui voyaient du potentiel là où d'autres ne voyaient que des limites. Il la repéra immédiatement et marcha dans sa direction. Claire se leva partagée entre l'envie d'embrasser l'homme qui avait été comme un père pour elle durant ses années dans l'armée et l'impulsion de fuir loin de tout ce qu'il représentait. « Lieutenant », il la salua d'un léger signe de tête. « Je ne suis plus lieutenant, sergent. Et je ne suis plus sergent. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans. » Il s'assit en face d'elle. « Vous allez bien, Claire ?» La question simple, chargée d'une préoccupation sincère, faillit briser sa composition soigneusement maintenue. « Je survis. » Duval acquiesça, comprenant ce qu'elle ne disait pas. « J'ai appris ce que vous avez fait pour Mathieu. Impressionnant. Même selon vos standards, c'était de l'instinct. C'était qui vous êtes. » Il fit une pause pendant que la serveuse s'approchait. Il commanda un café noir simple, sans sucre, le même que toujours. Certaines choses ne changeaient jamais. Quand ils furent de nouveau seuls, Duval se pencha en avant. « Mathieu m'a parlé de la proposition qu'il vous a faite. Une équipe d'élite pour des opérations de sauvetage dans des zones reculées. Et j'imagine que vous soutenez l'idée. Je ne serais pas ici si je ne la soutenais pas. Claire, vous êtes la meilleure secouriste que j'ai jamais formée. Vos compétences sont gaspillées à donner des cours de gymnastique dans une salle de sport de province. Je préfère cela à avoir plus de vie perdue sous ma responsabilité. » Les mots sortirent plus amers qu'elle ne l'avait voulu. Le regard de Duval s'adoucit. « C'est à propos de Croix du Sud, n'est-ce pas? Vous vous blâmez encore pour ce qui est arrivé à l'équipe du lieutenant Rivière. » Claire sentit son cœur se serrer en entendant ce nom. Lieutenant André Rivière, 28 ans, chef de l'équipe de reconnaissance qui avait disparu pendant l'opération conjointe à la frontière avec le Pérou. L'équipe qu'elle avait été chargée de localiser et de secourir. L'équipe qu'elle avait trouvée trop tard. 3 hommes sont morts parce que je n'ai pas été assez rapide, parce que j'ai pris la mauvaise route, parce que j'ai fait confiance aux mauvais renseignements. 3 hommes sont morts parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous avez sauvé les 2 autres qui étaient encore en vie quand vous les avez trouvés. » Duval soupira profondément. « Claire, il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit à propos de cette opération. » Elle leva les yeux, alerte. « Quoi? Les renseignements que nous avons reçus étaient compromis dès le début. Il y avait un informateur double qui nous a délibérément donné des coordonnées incorrectes. Quand vous êtes parti pour le sauvetage, vous avez été envoyé au mauvais endroit. » Comment ça? Vous dites que j'ai été saboté? Je dis que vous et votre équipe avez été utilisés comme diversion pendant qu'une autre opération se déroulait dans la région. Une opération non officielle. Duval baissa la voix. Une opération qui impliquait le sauvetage d'un civil français très important qui avait été enlevé par des guérilleros. Mathieu Lefebvre, murmura Claire, les pièces commençant à s'assembler. Exactement. L'histoire de l'accident d'hélicoptère durant une exploration d'écotourisme était une couverture. Mathieu était au
Pérou pour négocier des contrats miniers quand il a été enlevé. Sa famille a payé une rançon millionnaire, mais les ravisseurs ne l'ont pas libéré. C'est alors que le gouvernement français est intervenu officieusement. Claire sentit une vague de colère grandir dans sa poitrine. Alors mon équipe a été sacrifiée comme diversion pour que vous puissiez secourir un playboy millionnaire? C'est ce que vous me dites? Ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, Claire. Quand j'ai découvert ce qui se passait, il était déjà trop tard. J'ai réussi à secourir Mathieu et ses accompagnateurs, mais la communication avec votre équipe avait été délibérément coupée. Qui a donné l'ordre? La voix de Claire était dangereusement calme. Quelqu'un bien au-dessus de nous dans la chaîne de commandement. Quelqu'un qui n'est plus au pouvoir. Duval tendit la main par-dessus la table, presque touchant la sienne, mais reculant au dernier moment. Quand vous avez demandé votre libération après l'incident, j'ai essayé de vous dire la vérité, mais j'en ai été empêché. J'ai signé des clauses de confidentialité, on m'a menacé de cour martiale si je parlais. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Le temps. Les personnes impliquées. Et Mathieu a découvert la vérité il y a environ 1 an en révisant d'anciens documents de son père sur l'enlèvement. Il a été dévasté d'apprendre que d'autres vies avaient été sacrifiées pour le sauver. Claire assimilait les informations, essayant de concilier cette nouvelle version avec les souvenirs douloureux qu'elle portait. Pourquoi veut-il m'embaucher? Par culpabilité? En partie, peut-être, mais principalement parce qu'il a vu en vous la même chose que j'ai toujours vue. Quelqu'un d'exceptionnellement talentueux pour sauver des vies. Quelqu'un qui mérite une seconde chance. Et vous? Pourquoi me racontez-vous cela maintenant? Duval prit finalement une gorgée de son café qui refroidissait déjà. Parce que je suis trop vieux pour porter des secrets, Claire. Parce que j'ai vu ce qui vous est arrivé après Croix du Sud. La meilleure officière que j'ai jamais formée se transformant en une ombre d'elle-même, portant une culpabilité qui n'a jamais été la sienne. Il fit une pause, ses yeux rencontrant les siens. Et parce que Mathieu m'a invité à être consultant sur son projet, et je ne peux pas accepter en sachant que vous croyez encore à un mensonge. Le silence qui suivit fut dense, chargé d'années de douleurs non traitées et de vérités nouvellement révélées. Claire sentit comme si le sol sous ses pieds avait disparu. Toute la narrative qu'elle avait construite sur son échec, toute la culpabilité qu'elle avait portée pendant des années, devait soudainement être réévaluée sous une nouvelle lumière. « J'ai besoin de temps pour assimiler tout cela, » dit-elle finalement. « Je comprends. Je serai en ville encore quelques jours. » Duval hésita avant de continuer. « Il y a une chose de plus que vous devez savoir. Romain Martin est vivant. » Romain, Claire sentit son cœur manquer un battement. Romain avait été son partenaire d'équipe, son meilleur ami durant ses années de service. Après Croix du Sud, il avait disparu. Les rumeurs disaient qu'il avait demandé sa libération et était parti à l'étranger. Où est-il? Il travaille pour Mathieu, aidant à monter l'équipe de sauvetage. C'est lui qui a suggéré votre nom pour diriger le projet. Claire sentit des larmes se former dans ses yeux, mais refusa de les laisser couler. Romain vivant, Romain en bonne santé, Romain se souvenant encore d'elle. Il sait à propos de ce qui s'est réellement passé à Croix du Sud. Oui, il l'a découvert avant moi, en fait. C'est pour cela qu'il a disparu. Il enquêtait de son côté, suivant des pistes, essayant de reconstituer le puzzle. Duval sourit légèrement. Il a toujours été trop têtu pour accepter la version officielle des choses. Un sourire involontaire apparut sur les lèvres de Claire. Oui, c'était exactement la description de Romain, têtu, déterminé, incapable de laisser un mystère sans solution. Il veut vous voir, Claire. Il a dit qu'il respecterait votre espace, qu'il attendrait jusqu'à ce que vous soyez prête, mais il est impatient de vous retrouver. Claire regarda par la fenêtre du café, observant les habitants de Belle-Rive dans leur routine tranquille, ignorant le tourbillon qui se formait en elle. La ville qu'elle avait choisie comme refuge semblait maintenant trop petite pour contenir toutes les émotions et possibilités qui s'ouvraient devant elle. « J'ai besoin de réfléchir », répéta-t-elle. « Tout ceci, c'est trop à absorber d'un coup. » Duval acquiesça compréhensif. « Prenez votre temps, mais ne vous cachez plus, Claire. Vous méritez plus qu'une vie construite sur des mensonges et de la culpabilité. » Quand il se leva pour partir, Claire ne put se contenir. Elle se leva aussi et après un moment d'hésitation, serra dans ses bras son ancien mentor. Ce geste
simple mais chargé de signification, était le premier pas pour se reconnecter avec une partie d'elle-même qu'elle avait tenté d'enterrer pendant si longtemps. « Merci de m'avoir dit la vérité », chuchota-t-elle. « C'était le minimum que je pouvais faire pour vous, ma fille. » Duval s'écarta doucement, les yeux embués. « Mathieu organise un dîner chez lui demain soir. Rien de formel, juste quelques personnes qu'il veut que vous rencontriez. Romain sera là. » Claire acquiesça, incapable de faire confiance à sa voix, pour répondre. Tandis qu'elle observait Duval quitter le café, Claire comprit qu'elle était à la croisée des chemins. Elle pouvait continuer sa vie actuelle, en sécurité dans son isolement auto-imposé, ou elle pouvait faire un pas vers l'inconnu, un inconnu qui, paradoxalement, était connecté à son passé de façon qu'elle n'avait jamais imaginée. Le tink. Plus effrayant était que pour la première fois depuis des années, elle se sentait inclinée à choisir le chemin le plus difficile. Claire resta agitée pendant toute la journée suivante. Sa routine méticuleuse, auparavant un réconfort, semblait maintenant une prison auto-imposée. Chaque mouvement automatique, courir exactement 10 km, prendre un café à la même heure, donner les mêmes cours à la salle de sport, tout semblait vide de sens après les révélations du sergent Duval. Quand l'après-midi commença à tomber, sa décision était déjà prise. Elle irait au dîner chez Mathieu Lefebvre. Cela ne signifiait pas qu'elle accepterait sa proposition, mais elle avait besoin de voir Romain. Elle avait besoin de mieux comprendre comment toutes ces pièces s'emboîtaient. Elle s'habilla avec simplicité, jean foncé, chemisier en soie bleu marine, le seul vêtement élégant qu'elle possédait, et des bottines. Ses cheveux, normalement attachés en un chignon sévère, furent relâchés et tombèrent en vagues sur ses épaules. En se regardant dans le miroir, elle vit une femme qu'elle reconnaissait à peine, ni tout à fait la lieutenant Dubois, ni complètement la professeure de gymnastique recluse. À 7 heures précises, la voiture envoyée par Mathieu se gara devant sa maison. Édouard, l'assistant, resta professionnellement neutre durant le voyage, percevant sa nervosité et respectant son silence. La propriété de Mathieu était illuminée avec une élégance discrète. Ce n'était pas une fête ostentatoire, comme Claire le craignait, mais une rencontre intimiste. Quand elle entra dans la salle principale, elle ne vit que 5 personnes conversant tranquillement. Mathieu, toujours le bras plâtré, mais maintenant sans le fauteuil roulant, vint l'accueillir. « Claire, je suis content que vous soyez venue. Permettez-moi de vous présenter à tous. » Outre le sergent Duval qui sourit en la voyant, il y avait une femme d'âge moyen aux traits méditerranéens et à la posture confiante. Voici Dr Isabelle Poisson, spécialiste en médecine d'urgence dans les zones reculées. Elle a travaillé avec Médecins sans frontières pendant 15 ans. La médecin serra sa main fermement. « C'est un plaisir de finalement vous rencontrer, lieutenant Dubois. J'ai beaucoup entendu parler de vos compétences. » « Juste Claire, s'il vous plaît. » Mathieu continua les présentations. « Voici Paul Saunier, ingénieur aéronautique et spécialiste en développement d'équipements pour le sauvetage en altitudes extrêmes. » L'homme, d'environ 50 ans, avec des tempes grisonnantes et des yeux intelligents, la salua avec respect. « Votre travail sur l'opération Pic de Brume en 2018 était extraordinaire. Nous avons étudié vos méthodes dans notre département. » Claire acquiesça, surprise d'être reconnue pour une opération qu'elle considérait comme secondaire dans sa carrière, le sauvetage d'un groupe d'alpinistes piégés pendant une tempête sur la plus haute montagne de France. Mathieu se tourna alors vers le dernier invité qui s'était maintenu discrètement à l'écart. « Et voici Romain. » Claire compléta, sa voix presque un murmure. Romain Martin, 38 ans, était différent de ce dont elle se souvenait. Plus mûr, avec quelques rides d'expression qui n'existaient pas avant, des cheveux plus courts et une nouvelle cicatrice sur le sourcil gauche. Mais ses yeux qui semblaient toujours sourire même quand son visage était sérieux, restèrent les mêmes. « Salut, Clay. » Il utilisa le surnom que lui seul avait la permission d'utiliser. Pendant un moment, tous dans la salle semblèrent disparaître. Claire se sentit transportée à une autre époque, d'autres circonstances, des entraînements épuisants, des missions dangereuses, des nuits de veille partagées, des rires dans des moments improbables. Romain avait été son partenaire, son confident, son meilleur ami. « Tu as disparu », fut tout ce qu'elle réussit à dire. J'avais des choses à découvrir, des personnes à trouver. Il fit un pas vers elle.
Je suis désolé de ne pas avoir pris contact plus tôt. » Claire ne savait pas si elle devait l'embrasser ou ça le frappait pour sa disparition. Elle opta pour un simple hochement de tête, gardant ses émotions contradictoires, pour un moment plus privé. Percevant la tension, Mathieu conduisit doucement tout le monde vers la salle à manger. « Allons manger. Je suis sûr que tous auront beaucoup de temps pour discuter pendant le dîner. » Le repas fut étonnamment agréable. La nourriture était simple mais délicieuse, des plats français traditionnels préparés avec sophistication. La conversation coula naturellement, principalement autour des opérations de sauvetage à travers le monde, des nouvelles technologies, des défis rencontrés sur différents terrains. Claire se surprit à contribuer plus qu'elle ne l'espérait, son expérience et ses connaissances techniques refaisant surface sans effort. Ce fut pendant le dessert que Mathieu aborda finalement le véritable but de cette rencontre. « Je crois que le sergent Duval vous a déjà parlé des circonstances dans lesquelles nous nous sommes rencontrés, » commença-t-il, regardant directement Claire. « Oui, il m'a tout raconté. » Elle posa sa cuillère de pudding de côté, soudainement sans appétit. « À propos de votre enlèvement, de l'opération parallèle, de comment mon équipe a été utilisée comme diversion. » Un silence pesant tomba sur la table. Paul et Isabelle échangèrent des regards, clairement au courant de toute l'histoire. « Quand j'ai découvert la vérité, » continua Mathieu, « j'ai été dévasté. L'idée que des personnes sont mortes pour que je puisse être sauvé, » il fit une pause, visiblement ému, « je ne pouvais pas changer le passé, mais j'ai décidé que je ferais quelque chose pour l'avenir. Quelque chose qui pourrait, d'une certaine façon, honorer ceux qui ont été perdus. C'est alors qu'il m'a contacté, » intervint Romain. « J'enquêtais déjà sur l'affaire de mon côté, suivant des pistes, connectant des points. Nous nous sommes rencontrés grâce à un contact commun. »« Et quelle a été ta conclusion ?» demanda Claire, regardant directement son ancien partenaire. « Que nous étions tous des pions dans un jeu plus grand. Que l'opération officielle à Croix-du-Sud n'était qu'une façade pour une négociation politique complexe. Et que toi, » il soutint son regard, « tu n'as jamais eu la chance de sauver ces hommes. Les informations que tu as reçues ont été délibérément retardées et falsifiées. » Claire sentit un mélange de soulagement et de nouvelle colère grandir en elle. Soulagement de confirmer qu'elle n'était pas coupable de l'échec de la mission. Colère d'avoir été manipulée pendant tant d'années. « Pourquoi me racontez-vous tout cela maintenant ?» demanda-t-elle, s'adressant à Mathieu. « Parce que je monte une organisation indépendante de sauvetage et d'aide humanitaire, » répondit-il. « Une organisation qui opérera en dehors des limitations politiques et bureaucratiques, avec l'autonomie pour prendre des décisions basées uniquement sur la préservation de vies humaines, pas sur des agendas cachés. »« Fondation Nouveaux Horizons », compléta Isabelle. « Nous avons déjà la structure légale prête et les premiers équipements qui arrivent. Nous aurons des opérations en France et dans d'autres pays d'Amérique latine, initialement. Et vous voulez que je fasse partie de cela ? Ce n'était pas une question. Nous voulons que vous dirigiez l'équipe de terrain, dit Mathieu. Votre expérience, votre formation, votre capacité à prendre des décisions sous pression, tout cela est exactement ce dont nous avons besoin. » Claire regarda autour de la table. Chaque personne représentait un aspect différent de l'opération proposée, Mathieu avec les ressources et la vision, Duval avec l'expérience stratégique, Isabelle avec les connaissances médicales, Paul avec l'expertise technique et Romain. « Quel est ton rôle dans tout cela ?» lui demanda-t-elle. « Renseignement et sécurité, » répondit Romain. « Garantir que les équipes aient des informations fiables, créer des routes sûres, identifier les menaces potentielles. Fondamentalement, garantir que ce qui nous est arrivé à Croix-du-Sud ne se reproduise jamais, » compléta Duval. Claire absorba tout en silence. La proposition était tentante, une chance de refaire ce qu'elle aimait, ce qu'elle savait faire de mieux, mais sans les contraintes institutionnelles, qui avaient transformé sa dernière mission en tragédie. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. « C'est une décision importante. »« Bien sûr, » acquiesça Mathieu. « Prenez le temps dont vous avez besoin. Mais avant de décider, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Il se leva avec quelques difficultés. « Si vous voulez bien nous excuser, j'aimerais parler à Claire en privé. » Les autres invités acquiescèrent et se retirèrent sur la terrasse. Romain hésita momentanément, lançant un regard significatif à Claire avant de suivre les autres.
Mathieu conduisit Claire jusqu'à son bureau, une pièce élégante avec un mur entier de livres et un autre de fenêtres avec vue sur la propriété illuminée. Au centre, une table en bois massif soutenait un ordinateur et divers documents organisés. « Que vouliez-vous me montrer » demanda Claire, observant avec curiosité quand il ouvrit un coffre dissimulé derrière un tableau, un cliché qui la fit sourire intérieurement. Ceci. Mathieu lui tendit une petite boîte en velours. À l'intérieur, il y avait une médaille militaire qu'elle reconnut immédiatement. La médaille du mérite, l'une des plus hautes décorations de l'armée française, décernée pour acte de bravoure. C'est celle du lieutenant André Rivière. Elle a été trouvée parmi ses effets après l'incident. La famille m'a contacté récemment, après que la vérité sur l'opération a commencé à émerger. Il voulait que je la remette à la personne qui avait tenté de le sauver. Claire tint la médaille d'une main tremblante. André avait été un officier exemplaire, respecté par tous, avec un avenir brillant devant lui. Sa vie avait été abrégée par des décisions prises dans des bureaux confortables, par des personnes qui ne mettraient jamais les pieds sur le terrain. Pourquoi me montrez-vous cela ? Parce que je veux que vous compreniez qu'il ne s'agit pas simplement d'offrir un emploi, répondit Mathieu, avec un sérieux qu'elle n'avait pas encore vu chez lui. Il s'agit de créer quelque chose qui puisse faire une réelle différence, quelque chose qui opère avec transparence et honnêteté, où chaque vie importe également. Il s'approcha de la fenêtre, regardant l'obscurité au-delà des lumières de la propriété. Quand j'étais en captivité, je croyais que j'allais mourir là-bas. Et quand j'ai été secouru, je me suis promis que je ferais quelque chose de significatif avec la seconde chance que j'avais reçue. Il se tourna vers elle. Découvrir que cette seconde chance est venue aux dépens d'autres vies a été dévastateur. Mais cela m'a aussi donné un objectif encore plus clair. Claire sentit le poids de la médaille dans sa main. Un poids physique qui représentait un fardeau émotionnel beaucoup plus grand. Qu'est-il arrivé aux responsables, ceux qui ont donné les ordres falsifiés? Certains ont été discrètement écartés, d'autres ont été promus. Mathieu haussa les épaules. La politique, Claire. Quelque chose que nous ne pourrons jamais changer complètement. Mais nous pouvons créer une alternative, une organisation qui opère pour les bonnes raisons. À ce moment, des coups légers à la porte interrompirent la conversation. C'était Romain. Excusez l'intrusion, mais j'ai pensé que Claire aimerait peut-être faire un tour de la propriété. La nuit est agréable. Mathieu sourit, comprenant la demande implicite. Bien sûr, je crois que j'ai dit ce que je devais dire. Il tendit la main pour la médaille, mais Claire la tint fermement. Puis-je la garder pour le moment? Elle est à vous. La famille d'André voulait que vous l'ayez. Dehors, l'air de la nuit était parfumé à l'odeur de jasmin. Claire et Romain marchèrent en silence pendant quelques minutes dans les jardins bien entretenus, chacun essayant de trouver les mots justes pour commencer. « Pourquoi as-tu disparu » demanda-t-elle finalement, directe comme toujours. « Quand tu as demandé ta libération après Croix du Sud, j'ai réalisé que quelque chose ne collait pas dans l'histoire officielle. Les rapports avaient des incohérences, des détails qui n'avaient pas de sens. » Romain s'arrêta, se tournant pour la regarder. « J'ai essayé de te parler, mais tu t'étais déjà fermé à tous. Je gérais ma culpabilité, je sais, et je détestais te voir souffrir pour quelque chose qui n'était pas ta faute. C'est pourquoi j'ai décidé d'enquêter par moi-même. J'ai demandé un transfert aux renseignements. J'ai commencé à rassembler des informations. Quand je me suis trop approché de la vérité, j'ai reçu une invitation pour une mission à l'étranger. Ils t'ont éloigné. » Exactement. J'ai passé 2 ans à l'ambassade française à Bogota, pratiquement mis au placard. Quand je suis revenu, j'ai continué à chercher discrètement. C'est là que j'ai rencontré Mathieu. Il soupçonnait déjà qu'il y avait plus dans son sauvetage que l'histoire officielle. Claire absorba l'information, sentant une ancienne douleur commencer à se dissiper. « Tu aurais pu me chercher quand tu as découvert la vérité. » J'ai essayé, Clé. Je suis allé à ton ancien appartement à Paris, mais tu avais déjà déménagé. Personne ne savait où. Tu t'es donné beaucoup de mal pour disparaître. Elle ne pouvait pas nier. Après avoir quitté l'armée, elle avait coupé contact avec pratiquement tous ceux de sa vie antérieure. Déménagé plusieurs fois avant de s'installer à Bellerive, utilisé son 2e prénom dans les documents civils pour rendre plus difficile d'être retrouvé. Comment m'avez-vous trouvé?
Romain sourit, ce sourire familier qui apparaissait toujours quand il était particulièrement fier de quelque chose. Je n'ai jamais cessé de chercher. Quand j'ai su que Mathieu planifiait l'événement de parachutisme à Bellerive, j'ai décidé de venir vérifier personnellement. C'était une coïncidence de te trouver ainsi, le sauvant d'un véritable accident. Alors l'accident n'était pas planifié? Bien sûr que non. Romain parut sincèrement choqué. Mathieu a failli mourir, cet équipement a vraiment défailli. Claire se sentit légèrement honteuse de sa méfiance. Tant d'années à voir des conspirations et des arrière-pensées avaient déformé sa vision du monde. Et maintenant, qu'espères-tu que je fasse? J'espère que tu considéreras au moins la proposition. C'est une chance de faire quelque chose de significatif, Claire. D'utiliser nos compétences pour le bien sans les contraintes institutionnelles qui nous limitaient avant. Ils arrivèrent à un petit kiosque illuminé par des lumières douces. Au loin, ils pouvaient voir la maison principale et les autres invités conversant sur la terrasse. « Tu m'as manqué », dit soudainement Romain, sa voix plus douce. « Tous les jours, pendant toutes ces années, tu étais ma partenaire, ma meilleure amie. Tu m'as manqué aussi, admit Claire, s'autorisant un moment de vulnérabilité. Plus que tu ne l'imagines. » Le silence qui suivit était chargé de mots non dits, de sentiments longtemps réprimés, de possibilités qui n'avaient jamais eu la chance de fleurir au milieu de la rigidité de la vie militaire. « Ce qui s'est passé à Croix-du-Sud n'était pas ta faute, Claire, dit Romain, s'approchant d'un pas. Ça ne l'a jamais été. Et ce que tu as fait pour Mathieu sur cet eucalyptus, c'est qui tu es vraiment. Quelqu'un qui sauve des gens, qui fait la différence. » Claire sentit quelque chose se briser en elle, pas de façon douloureuse, mais comme une digue cédant, libérant des émotions contenues depuis trop longtemps. « J'ai peur, confessa-t-elle, regardant la médaille qu'elle tenait encore. Peur de retourner dans ce monde et de découvrir que je ne suis plus qui j'étais. Ou pire, d'être exactement qui j'étais et d'échouer à nouveau. Tu n'as jamais échoué, Claire. Tu as été trahi par le système que tu as juré de servir. Et quant à ne plus être qui tu étais. » Romain toucha doucement son visage, le tournant pour que leurs regards se rencontrent. « Ce que tu as fait. Pour Mathieu prouve que la lieutenant Dubois est toujours là, attendant juste une chance de faire ce qu'elle sait faire de mieux. » À ce moment, sous le ciel étoilé de Bellerive, avec le poids de la médaille d'André dans une main et le toucher doux de Romain sur son visage, Claire sentit quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis des années. L'espoir. Lac. Semaine suivante passa comme un tourbillon pour Claire. Après le dîner chez Mathieu, elle était retournée dans sa petite maison de Bellerive, l'esprit bouillonnant de possibilités et de craintes. La médaille d'André Rivière reposait sur sa table de chevet, un rappel constant du passé qu'elle avait tenté de laisser derrière elle et de l'avenir qui s'ouvrait devant elle. Elle continua sa routine à la salle de sport, mais ses élèves remarquèrent sa distraction, comme si elle était physiquement présente mais mentalement ailleurs. Madame Élise, avec sa sagesse de femme ayant beaucoup vécu, perçut immédiatement le changement. « Quelque chose s'est passé lors de ce dîner, n'est-ce pas ?» demanda la vieille dame un après-midi, alors qu'elle partageait un café sur la véranda. « Vos yeux sont différents, plus vivants. » Claire sourit. « C'est si évident ?» Pour qui s'est regardé, oui. Madame Élise s'installa dans son rocking chair. « Quand vous êtes arrivé ici, vous sembliez porter le monde sur vos épaules. Maintenant, on dirait que vous avez trouvé un endroit où poser ce poids. Peut-être bien, admit Claire, surprise par sa propre sincérité. J'ai reçu une proposition de travail, quelque chose en lien avec mon passé militaire, mais différent. Et qu'attendez-vous pour accepter? Comment savez-vous que je veux accepter? La vieille dame rit. Ma fille, quand on a vécu aussi longtemps que moi, on apprend à lire les gens. Vos yeux brillent quand vous en parlez. C'est le même éclat que vous aviez lorsque vous avez sauvé ce jeune homme de l'accident. Avant que Claire ne puisse répondre, une voiture inconnue se gara devant la maison. Un homme grand à l'apparence élégante et au visage anguleux sortit du véhicule. Même à distance, sa posture révélait une formation militaire. « Je cherche Claire Dubois », dit-il en s'approchant de la véranda. « C'est moi », répondit Claire instantanément sur ses gardes. Quelque chose chez cet homme la mettait mal à l'aise, comme un prédateur déguisé en proie. « Philippe Thibault », se présenta-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Associé de Mathieu Lefebvre, pouvons-nous parler en privé ?» Madame Élise, percevant la tension, se leva.
Je vais préparer ce gâteau de maïs que vous aimez tant, Claire. Passez me voir plus tard. » Avec un regard significatif qui disait « Soyez prudente », la vieille dame se retira. Claire indiqua le siège vide. « En quoi puis-je vous aider, monsieur Thibault ?»« Philippe, je vous prie. » Il s'assit avec des mouvements calculés. « Mathieu m'a parlé de l'invitation qu'il vous a faite. Je suis venu personnellement pour compléter certaines informations. » « Quel genre d'informations ?» Philippe croisa les jambes, l'étudiant d'un regard froid. « Mathieu a toujours été un idéaliste. Il croit qu'il peut changer le monde, sauver tout le monde. C'est un rêveur. Moi, en revanche, je suis un réaliste. Et qu'est-ce qu'un réaliste a à me dire, que vous devriez peut-être réfléchir ?» Soigneusement avant d'accepter cette proposition. Ses yeux se rétrécirent légèrement. La fondation Nouveaux Horizons semble noble en surface, mais il existe des complications. Quelles complications? Mathieu investit une fortune personnelle dans ce projet, contre l'avis de ses conseillers financiers et contre les intérêts de l'entreprise qu'il a hérité de son père. Il y a des personnes puissantes qui n'en sont pas heureuses. Philippe fit une pause, observant sa réaction. De plus, l'idée d'une organisation de sauvetage privée opérant à l'international soulève des questions diplomatiques complexes. Claire garda un visage impassible, mais son esprit travaillait rapidement. Il y avait quelque chose entre les lignes que Philippe ne disait pas explicitement. « Pourquoi me racontez-vous cela ? Disons que j'ai intérêt à protéger les investissements de la famille Lefebvre. » Il sourit à nouveau, ce sourire froid et calculateur. Mathieu ne s'en rend peut-être pas compte, mais il se dirige vers un désastre financier et potentiellement juridique avec ce projet. J'essaie simplement de minimiser les dégâts, en me suggérant de refuser l'offre. Exactement, pour votre propre bien principalement. Votre passé militaire comporte des tâches. Je crois que vous préférez les garder enterrées. Là, menace voilée fit bouillir le sang de Claire. Mais des années d'entraînement l'aidèrent à garder son sang-froid. On dirait que vous avez fait vos recherches sur moi. Je fais mes recherches sur tous ceux qui s'approchent des intérêts que je protège. Philippe se leva. Réfléchissez à ce que j'ai dit. Parfois, le mieux est de laisser le passé où il est et de continuer la vie tranquille que vous vous êtes construite ici. Quand la voiture de Philippe disparut au coin de la rue, Claire prit immédiatement son téléphone et appela Romain. « Je viens de recevoir une visite intéressante », dit-elle, dès qu'il décrocha. « Philippe Thibault. Que voulait-il » La Bexy. Voix de Romain devint instantanément tendue. Essentiellement me menacer pour que je n'accepte pas le poste à la fondation. Il a dit que le projet va ruiner financièrement Mathieu. Merde. Romain fit une pause. Nous devons parler en personne. Je peux passer dans une demi-heure? Quand Romain arriva, Claire avait déjà rangé son petit salon, préparé du café et organisé mentalement toutes les questions qu'elle devait poser. Il entra avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait bien l'endroit, bien que ce fût sa première visite. Philippe Thibault est le cousin de Mathieu du côté maternel, expliqua Romain, acceptant la tasse de café qu'elle lui offrait. Techniquement, il est vice-président de Lefebvre Entreprises, mais en pratique, il gère une grande partie des affaires pendant que Mathieu se consacre à ses projets personnels. Et il n'approuve pas la fondation. Non seulement il ne l'approuve pas, mais il travaille activement à la saboter. Romain se pencha en avant. Quand Mathieu a annoncé qu'il vendrait une partie de ses actions dans l'entreprise pour financer la fondation, Philippe a lancé une campagne discrète pour convaincre le conseil d'administration et d'autres actionnaires que Mathieu était mentalement instable après son enlèvement. C'est sérieux, très. Il est allé jusqu'à engager des psychologues pour analyser le comportement de Mathieu à distance et produire des rapports remettant en question sa capacité à prendre des décisions. Claire absorba l'information, connectant les points. Alors, sa visite n'était pas seulement pour me dissuader, mais aussi pour évaluer si je représentais une menace pour ses plans. Exactement. Philippe est désespéré d'empêcher que la fondation se concrétise. Avec toi à bord, en tant qu'experte, respecter le projet gagne en crédibilité. Pourquoi Mathieu n'a-t-il pas mentionné cela pendant le dîner? Romain soupira. Parce qu'il croit encore pouvoir convaincre Philippe. Ils ont grandi ensemble, ils sont pratiquement frères. Mathieu refuse de voir la réalité, que Philippe est plus intéressé par le contrôle de l'entreprise et de la fortune familiale que par tout lien de sang. Claire se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, le soleil commençait à se coucher sur Belle-Rive,
baignant la petite ville d'une douce teinte dorée. Sa vie ici était simple, prévisible, sûre. Accepter la proposition de Mathieu signifierait plonger à nouveau dans des eaux troubles, affronter non seulement les défis des sauvetages, mais aussi des jeux de pouvoir et des intrigues d'entreprise. Pourquoi Mathieu est-il si déterminé? Avec cette fondation, est-ce que tout ce conflit familial en vaut la peine? Romain la rejoignit à la fenêtre, leurs épaules se touchant presque. Après avoir découvert la vérité sur son sauvetage à Croix-du-Sud, quelque chose a changé en lui. Il a réalisé que sa vie avait été sauvée non seulement grâce à l'entraînement militaire, mais aussi à cause de décisions politiques qui ont sacrifié d'autres personnes. Je crois qu'il porte une culpabilité similaire à la tienne. Il a survécu alors que d'autres non. Et la fondation est sa forme de rédemption. D'une certaine façon, oui, mais c'est plus que ça. C'est une tentative sincère de créer quelque chose qui opère au-dessus des intérêts politiques et économiques, qui valorise chaque vie de manière égale. Romain hésita avant de continuer. Quand il t'a rencontré, quand il a vu ce que tu as fait pour lui lors de l'accident, il a su que tu étais la personne idéale pour diriger l'équipe. Quelqu'un qui comprend la valeur de chaque vie, qui n'hésite pas à se mettre en danger pour les autres. Claire se tourna pour lui faire face, leur visage proche. Et toi? Pourquoi es-tu si impliqué dans tout ça? Au début, c'était pour la justice. Je voulais exposer la vérité sur Croix-du-Sud, blanchir ton nom. Ses yeux rencontrèrent les siens avec intensité. Mais maintenant c'est aussi pour nous. Pour la chance de travailler ensemble à nouveau, de reconstruire ce que nous avons perdu. Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Romain. Il répondit rapidement, son visage se transformant en un masque d'inquiétude en écoutant. « Nous arrivons, dit-il avant de raccrocher. Mathieu a eu un accident sur sa propriété. Il est tombé de cheval pendant une promenade. Il est conscient mais a dû être transporté à l'hôpital. » « Un accident ?» Claire haussa un sourcil, sceptique. « J'ai aussi trouvé ça bien trop opportun, allons-y. » L'hôpital était relativement calme à leur arrivée. Ils furent immédiatement conduits à la chambre privée où Mathieu était soigné. Il semblait pâle, avec un nouveau bandage sur le front et le bras récemment libéré du plâtre maintenant à nouveau immobilisé. « Vous êtes venu, dit-il avec un faible sourire. Vous n'aviez pas à vous inquiéter, c'était juste une chute stupide. Que s'est-il passé exactement? Demanda Claire, observant les moniteurs et équipements autour, évaluant la gravité de la situation avec des yeux exercés. Je faisais du cheval sur ma propriété comme chaque après-midi. Le cheval s'est effrayé de quelque chose et s'est cabré. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. Mathieu grimaça de douleur en essayant de s'ajuster sur les oreillers. J'ai heurté ma tête contre une pierre, tordu le bras qui venait à peine de guérir. Rien de grave. Les chevaux ne s'effrayent pas sans raison, commenta Romain, échangeant un regard significatif avec Claire. Mathieu capta cet échange. Vous pensez que ce n'était pas un accident? Philippe Thibault m'a rendu visite aujourd'hui, dit Claire, directement. Il est venu spécialement pour me convaincre de ne pas accepter votre invitation à rejoindre la Fondation. Une ombre passa sur le visage de Mathieu. Philippe a toujours été protecteur des affaires familiales. Il ne comprend simplement pas l'importance de ce projet. Mathieu, Romain employa un ton plus ferme, nous avons dépassé le stade du désaccord commercial. D'abord les tentatives de te déclarer mentalement incapable, maintenant un accident opportun, juste après qu'il ait échoué à convaincre Claire. Je ne peux pas croire que Philippe irait jusque-là, protesta Mathieu, mais sa voix manquait de conviction. Qu'a dit votre médecin? Que demanda Claire, changeant de sujet en percevant l'inconfort de Mathieu. Légère commotion cérébrale, contusion, le bras à nouveau fracturé, rien que quelques semaines de repos ne puissent résoudre. Il essaya de sourire, mais l'inquiétude dans ses yeux était évidente. Le problème, c'est que nous avons la première réunion officielle de la Fondation dans 3 jours. Des investisseurs, des partenaires internationaux potentiels, tous seront là. Je ne peux pas apparaître ainsi affaibli, alors que j'essaie d'inspirer confiance dans le projet. Claire et Romain échangèrent à nouveau des regards. Où aura lieu la réunion? Demanda-t-elle. Au siège provisoire de la Fondation, à Lyon, un étage entier dans un immeuble commercial que j'ai récemment acheté. Mathieu soupira. Philippe va probablement apparaître pour essayer de tout saboter. Un plan commençait à se former dans l'esprit de Claire. Je veux voir les
Installation avant la réunion. Mathieu la regarda surpris. Cela signifie que j'envisage sérieusement votre proposition. Elle s'approcha du lit. Mais j'ai besoin de comprendre exactement dans quoi je m'engage. Pas seulement le travail sur le terrain, mais toute la structure, y compris vos obstacles familiaux. Un sourire sincère illumina le visage de Mathieu. C'est excellent. Romain peut vous y emmener dès demain pour tout vous montrer. Et Philippe, demanda Romain, s'il est vraiment derrière l'accident, nous devons être prudents. Laissez Philippe à moi, répondit Claire, une détermination froide dans sa voix que Romain reconnut immédiatement. C'était le ton qu'elle utilisait avant des missions particulièrement difficiles. Je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation plus franche, de militaire à militaire. Comment ça? Mathieu semblait confus. Votre cousin ne l'a pas mentionné? Claire sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Philippe Thibault a servi dans les renseignements militaires. Nos chemins ont failli se croiser plusieurs fois. Il sait exactement qui je suis, et c'est pour cela qu'il est venu me menacer personnellement. Sur le chemin du retour vers Bellerive, Romain conduisait en silence, jetant occasionnellement des regards à Claire qui semblait perdue dans ses pensées. « À quoi penses-tu » demanda-t-il finalement. « À comme la vie est étrange. Je suis venu à Bellerive pour fuir le passé, pour construire une existence anonyme et tranquille. Maintenant, en quelques jours, je suis sur le point de plonger tête première exactement dans le genre de situation que j'avais juré d'éviter. » Des regrets? Claire regarda par la fenêtre, observant le paysage familier qui défilait rapidement. Étrangement, non. Pour la première fois depuis des années, je sens que j'avance dans la bonne direction au lieu de simplement fuir. Romain sourit, tendant la main pour serrer brièvement la sienne avant de reporter son attention sur la route. Bienvenue parmi nous, lieutenant Dubois. Je n'ai pas encore officiellement accepté, rappela-t-elle, mais un petit sourire jouait sur ses lèvres. Mais tu vas accepter. Je te connais, Clay. Tu ne refuses jamais un défi, surtout quand des vies sont en jeu. Elle ne répondit pas, mais savait qu'il avait raison. La décision était déjà prise dans son cœur, peut-être depuis le moment où elle s'était élancée pour sauver Mathieu, ou peut-être depuis qu'elle avait entendu la vérité sur Croix-du-Sud. Certaines personnes sont nées pour suivre certains chemins, même si elles tentent de s'en écarter. Quand ils arrivèrent à sa maison, Romain l'accompagna jusqu'à la porte. « Demain à 8 heures pour aller à Lyon. Je serai prête. » Il hésita comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais opta pour un simple hochement de tête avant de retourner à la voiture. Claire l'observa partir, une étrange sensation d'anticipation remplaçant la peur qu'elle avait portée si longtemps. À l'intérieur, elle alla directement vers un petit coffre au fond de l'armoire qu'elle n'avait jamais ouvert depuis son arrivée à Bellerive. D'une main légèrement tremblante, elle le déverrouilla et souleva le couvercle. Là se trouvèrent ses médailles, son uniforme soigneusement plié, des photos de son équipe, des souvenirs d'une vie qu'elle avait tenté de laisser derrière. Elle? Au sommet de tout cela, une petite broche dorée, le symbole du 6e bataillon d'opérations spéciales. Elle la prit, sentant son poids familier dans la paume de sa main. « Lieutenant Dubois », murmura-t-elle pour elle-même, testant comment le titre sonnait après tant de temps. Non plus une fugitive de son propre passé, mais une guerrière prête à affronter de nouveaux défis. Avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, Claire sut qu'elle retrouvait enfin son chemin, non pas vers ce qu'elle était avant, mais vers une version plus forte et plus sage d'elle-même. Le siège provisoire de la Fondation Nouveaux Horizons occupait le 20e étage d'un immeuble moderne vitré au cœur financier de Lyon. Quand Claire et Romain sortirent de l'ascenseur, ils furent accueillis par un espace impressionnant encore en phase finale de préparation. Des murs en cours de peinture, du mobilier en cours d'installation, des technologies de pointe en cours de configuration. Mathieu n'a pas lésiné sur les moyens, commenta Claire, observant les équipements sophistiqués et la qualité de chaque détail. Il dit que si on fait quelque chose, il faut le faire correctement, répondit Romain, la guidant à travers l'espace. Ici, ce sera le centre d'opération, avec un suivi en temps réel des équipes sur le terrain. Là-bas, le département médical, coordonné par le docteur Isabelle, avec de la télémédecine pour l'orientation pendant les sauvetages complexes. Claire absorbait chaque détail avec un regard critique et professionnel. La disposition de l'espace était intelligente.
clairement conçu par quelqu'un qui comprenait les besoins d'une opération de sauvetage. Il y avait des zones pour l'entraînement, des laboratoires pour le développement et le test d'équipement, et même un petit hôpital de campagne pour les simulations. « Et ce serait mon domaine ?» demanda-t-elle, en entrant dans une vaste salle avec des cartes topographiques au mur et une grande table centrale avec projection holographique. « Centre de stratégie et formation », confirma Romain. « D'ici, tu coordonnerais les équipes, développerais des protocoles, dirigerais les entraînements. » Claire passa ses doigts sur la surface polie de la table, s'imaginant dans ce rôle. Combien de personnes dans l'équipe initiale? 12. Spécialistes déjà engagés, dont d'anciens militaires, des médecins d'urgence, des spécialistes du sauvetage sur différents terrains. Tous des professionnels d'élite, soigneusement sélectionnés. Un bruit à la porte interrompit la conversation. Paul, l'ingénieur qu'elle avait rencontré au dîner, entra en portant quelques plans. « Claire, Romain m'a dit que vous viendriez aujourd'hui. Que pensez-vous des installations ?»« Impressionnante, » répondit-elle sincèrement. « Vous semblez avoir pensé à tout. Nous affinons encore. En fait, j'espérais que vous pourriez donner votre avis sur le nouvel équipement de sauvetage en altitude que nous développons. » Il tendit les plans. « J'ai basé une partie de la conception sur les techniques que vous avez mises en œuvre au pic de brume. » En examinant les dessins techniques, Claire sentit cette sensation familière de but grandir en elle. C'était son élément, analyser, planifier, perfectionner des systèmes qui sauvèrent des vies. Même si elle avait essayé de le nier, c'était le travail pour lequel elle était faite. Après une matinée à explorer chaque centimètre du siège et à rencontrer certains des spécialistes déjà engagés, Claire et Romain allèrent déjeuner dans un restaurant proche. La conversation coula naturellement entre sujets techniques sur la fondation et réminiscences de missions passées qu'ils avaient repartagées. « Puis-je te poser une question personnelle ?» demanda Romain, après un moment de silence confortable. « Depuis, quand as-tu besoin de permission ? Les choses ont changé, nous avons changé. » Il hésita. « Ce jour-là, à Croix-du-Sud, avant que tout ne tourne mal, et tu allais me dire quelque chose d'important. Tu te souviens ?» Claire sentit son cœur s'accélérer. Bien sûr qu'elle se souvenait. Ils étaient sur le point de commencer la mission de sauvetage. Les hélicoptères attendaient. L'adrénaline courait déjà dans leurs veines. Elle avait appelé Romain à l'écart, déterminée à enfin avouer des sentiments qu'elle avait gardés secrets pendant des années. « Je me souviens », admit-elle, baissant les yeux vers son assiette. « Qu'est-ce que c'était ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message d'Édouard, l'assistant de Mathieu. « Philippe est au siège. Il exige de voir les contrats. » De la Fondation. Romain, lisant le message par-dessus son épaule, se leva immédiatement. « Nous devons retourner là-bas. » Le moment de vulnérabilité était passé, remplacé par l'urgence de la situation. Claire ressentit un mélange de soulagement et de frustration. Mais son entraînement militaire prit le dessus. La mission passait avant les questions personnelles. À leur retour au siège, ils trouvèrent Philippe Thibault dans le centre d'opération, entouré de documents éparpillés, avec Édouard essayant vainement de le contenir. « Ah, l'héroïne de Bellerive !» salua Philippe avec sarcasme en la voyant. « Venu inspecter votre futur lieu de travail? Ou avez-vous déjà réalisé que vous embarquez sur un navire qui coulera avant même de prendre la mer ?»« Monsieur Thibault, » répondit froidement Claire, « je crois que vous n'êtes pas autorisé à accéder à ces documents. »« Autorisé ?» Il rit. « Je suis vice-président de Lefebvre Entreprises, société qui est pillée pour financer ce fantasme de héros de mon cousin. J'ai tout à fait le droit d'enquêter sur l'utilisation des fonds. La Fondation est une entité séparée, avec un financement propre provenant du patrimoine personnel de Mathieu, » intervint Romain. « Légalement, vous n'avez aucun droit ici. » Philippe ignora Romain, gardant les yeux fixés sur Claire. « Vous savez pourquoi Mathieu est obsédé par cette idée, n'est-ce pas? La culpabilité, la même culpabilité qui vous ronge de l'intérieur, lieutenant Dubois. Vous deux, portant des morts sur le dos, pensant pouvoir compenser le passé. » La mention directe de Croix-du-Sud frappa Claire comme un coup de poing, mais elle garda son sang-froid. « Pourquoi êtes-vous si déterminé à saboter ce projet? Est-ce simplement pour le contrôle de l'entreprise ou y a-t-il autre chose ?» La question directe sembla prendre Philippe par surprise. Pendant un instant, son masque d'arrogance vacilla. « Vous n'avez aucune idée de ce qui est en jeu, » répondit-il finalement.
une organisation privée de sauvetage international opérant dans des zones de conflit, des régions reculées, des territoires contestés. Savez-vous combien d'intérêts cela affecte? Combien d'autorités seront contrariées? Combien d'affaires seront exposées? Alors c'est ça. Claire fit un pas en avant. Ce n'est pas seulement l'argent ou le contrôle de l'entreprise. Il y a d'autres intérêts impliqués, des intérêts que vous représentez. Philippe se ressaisit rapidement. Je représente la raison dans les affaires de la famille Lefebvre. Mathieu veut gaspiller une fortune dans un projet qui non seulement fera faillite, mais créera potentiellement des crises diplomatiques et mettra toute l'entreprise en danger. Ou peut-être craignez-vous que la Fondation n'expose des opérations obscures dans lesquelles vous ou vos associés êtes impliqués, suggéra Romain. Après tout, un ancien agent des renseignements militaires comme vous doit avoir de nombreux contacts intéressants. Le regard que Philippe lança à Romain était glacial. Attention à vos insinuations, Martin. Enquêter sur le passé des autres est un jeu auquel deux peuvent jouer. Assez. La voix de Claire trancha la tension comme une lame. Monsieur Thibault, je vous suggère de partir maintenant, de bon gré. La réunion officielle de la Fondation aura lieu dans 2 jours, avec tous les documents légaux et les investisseurs présents. Si vous avez des préoccupations légitimes, vous pourrez les présenter là-bas par les canaux appropriés. À sa surprise, Philippe sourit. Vous avez du courage, lieutenant. J'ai toujours admiré cela, même quand nous étions dans des camps opposés. Nous n'avons jamais été dans le même camp, Thibault. Vos opérations dans le renseignement ont toujours privilégié les intérêts privés au détriment des vies humaines. Et pourtant, vous voilà, sur le point de vous allier à l'un de ces intérêts privés. Il commença à rassembler les documents qu'il avait éparpillés. Vous pensez que Mathieu Lefebvre est différent simplement parce qu'il sourit davantage et parle de sauver le monde? Au final, tout se résume au pouvoir et à l'influence. La différence, répondit Claire, c'est que Mathieu est prêt à utiliser son pouvoir et son influence pour quelque chose qui dépasse son propre bénéfice. Philippe finit d'organiser les papiers et les remit à Édouard. Nous nous verrons à la réunion alors. Ce sera édifiant. Avec un dernier regard calculateur, il se dirigea vers l'ascenseur et sortit. Dès que les portes se refermèrent, Romain expira l'air qu'il semblait retenir. Cet homme est dangereux. Oui, acquiesça Claire, mais il a aussi peur. Peur? Il me semblait plutôt confiant. Tu n'as pas remarqué sa réaction quand nous avons mentionné d'autres intérêts? Philippe ne protège pas seulement le patrimoine de la famille Lefebvre. Il y a quelque chose d'autre en jeu ici, quelque chose qu'il craint de voir exposé. Si la Fondation va de l'avant. Édouard, qui avait observé l'interaction en silence, s'approcha. Mathieu a demandé de vous informer qu'il a reçu son congé de l'hôpital. Il est en route pour Lyon. Il devrait arriver ce soir. Parfait, dit Claire. Parce que nous avons besoin d'un plan pour gérer Philippe avant la réunion. Je crois qu'il prépare quelque chose pour ce jour-là. Je suis d'accord, dit Romain. Cet au revoir était bien trop confiant. Les heures suivantes furent consacrées à analyser les documents que Philippe avait examinés, cherchant à comprendre ce qu'il cherchait exactement. Édouard fournit un accès total à tous les fichiers de la Fondation, révélant l'échelle impressionnante du projet que Mathieu construisait. En fin d'après-midi, en révisant le plan des opérations internationales, Claire trouva quelque chose d'intriguant, une liste de zones prioritaires pour les premières missions de la Fondation. Parmi elles, une région reculée à la frontière entre la France et le Pérou près de Croix-du-Sud. Pourquoi cette zone est-elle sur la liste des priorités? Demanda-t-elle à Édouard. L'assistant hésita. Je crois que c'est quelque chose que Mathieu préférerait expliquer personnellement. Claire et Romain échangèrent des regards. Il y avait plus dans cette histoire qu'ils ne l'imaginaient initialement. Quand Mathieu arriva enfin, il était déjà plus de 9 heures du soir. Malgré son bras plâtré et son apparence fatiguée, ses yeux brillaient d'enthousiasme en voyant Claire encore au siège. « Alors que pensez-vous des installations ?»« Impressionnantes, répondit-elle sincèrement. Vous avez pensé à chaque détail. Nous avons eu de bons consultants. » Il sourit à Romain. « Et maintenant, avec vous à bord, ce sera parfait. » À ce sujet, Claire hésita. « J'ai remarqué que Croix-du-Sud est sur la liste des zones prioritaires. Pourquoi ?» Le sourire de Mathieu disparut, remplacé par une expression sérieuse. « Parce qu'il y a d'autres survivants, Claire. D'autres personnes comme moi qui ont été laissées pour compte parce qu'elles n'étaient pas assez importantes pour des opérations officielles de sauvetage.
De quoi parlez-vous exactement? Mathieu indiqua une salle de réunion privée. Je crois qu'il est temps de vous montrer la véritable raison pour laquelle j'ai créé la fondation. Dans la salle, il activa un système de sécurité avancé avant d'ouvrir un fichier protégé sur sa tablette. Ces 3 dernières années, j'ai financé discrètement une enquête sur des opérations de sauvetage échouées ou inexistantes dans des zones de conflit autour du monde. Ce que nous avons découvert était troublant. Les images qui apparurent à l'écran montrèrent des documents classifiés, des cartes, des rapports de personnes disparues. Il existe un schéma, continua Mathieu. Des personnes disparaissent dans des zones reculées ou conflictuelles. Certaines sont secourues, d'autres non. La différence ne réside pas dans le degré de difficulté du sauvetage, mais dans la valeur stratégique ou économique de la personne. Comme « Vous », murmura Claire. « Comme moi. J'ai été secouru parce que ma famille avait de l'influence et des ressources. D'autres, dans la même région, à la même époque, ont été abandonnés à leur sort. Et vous pensez que certains sont encore en vie ?» demanda Romain, étudiant les documents avec une attention professionnelle. Nous avons des preuves concrètes d'au moins 17 personnes déclarées mortes qui sont en réalité en captivité ou perdues, attendant un sauvetage qui ne viendra jamais parce qu'officiellement elles n'existent plus. Claire sentit un frisson parcourir son échine. L'idée de personnes abandonnées, considérées comme mortes alors qu'elles continuaient à vivre dans des conditions inhumaines, était perturbante à un niveau viscéral. C'est pour cela que Philippe est si déterminé à empêcher la Fondation, conclut-elle. Il connaît cette enquête. Non seulement il la connaît, confirma Mathieu, mais il est impliqué. Durant son temps dans les renseignements militaires, Philippe était responsable de déterminer quelles opérations de sauvetage recevaient le feu vert et lesquelles étaient considérées comme non viables. Basé sur la valeur de la personne. Pour des intérêts spécifiques, compléta Romain, connectant les points. Exactement. Et maintenant, il craint que la Fondation, opérant indépendamment des pressions politiques et économiques, puisse non seulement secourir ces personnes oubliées, mais aussi exposer le système qui les a abandonnées. Claire ressentit un tourbillon d'émotions, indignation, colère, mais aussi une détermination croissante. « C'est pour cela que nous devons faire réussir ce projet », dit-elle finalement. Pas seulement pour ceux qui peuvent encore être sauvés, mais pour changer le système qui détermine quelle vie mérite d'être sauvée. Mathieu acquiesça, visiblement ému. « Alors, vous acceptez ?»« J'accepte », répondit Claire sans hésitation. « Mais à une condition, une autonomie opérationnelle totale. Les décisions sur le terrain seront les miennes, basées uniquement sur la faisabilité technique et la sécurité des équipes, jamais sur des considérations politiques ou économiques. » « Exactement comme cela doit être, » approuva Mathieu, tendant sa main non plâtrée. « Bienvenue officiellement à la Fondation Nouveaux Horizons, directrice des opérations du bois. » En serrant la main de Mathieu, Claire eut l'impression qu'un cercle se refermait. Ce qui avait commencé comme une fuite du passé se transformait maintenant en une opportunité de le corriger. Pas seulement son passé personnel, mais un système défaillant qui déterminait quelle vie valait la peine d'être sauvée. Quand à Philippe, dit Romain, les ramenant à la réalité immédiate, il planifie clairement quelque chose pour la réunion d'après-demain. « Qu'il essaye », répondit Claire, une nouvelle confiance dans sa voix. « J'ai une idée de comment le gérer. » Le jour de la réunion officielle, le siège de la Fondation était impeccable. Des représentants d'organisations humanitaires internationales, des partenaires potentiels, des investisseurs et même quelques officiers militaires à la retraite avaient été invités pour découvrir le projet. Mathieu, toujours le bras plâtré mais affichant une énergie renouvelée, circulait parmi les invités avec Édouard à ses côtés, présentant la vision de la Fondation avec une passion contagieuse. Claire, vêtue d'un tailleur bleu marine, professionnelle mais arborant discrètement sa broche du 6e bataillon à la boutonnière, observait la salle d'un œil attentif. Romain se tenait près de l'entrée, surveillant les arrivées. Tous deux savaient que Philippe apparaîtrait et ils étaient préparés. Lorsqu'il entra finalement, il n'était pas seul. L'accompagnant se trouvait un homme d'âge moyen, avec le port caractéristique d'un haut officier militaire, même en tenue civile. « Général Mercier », murmura Romain, s'approchant rapidement de Claire.
ancien commandant des opérations spéciales. C'est lui qui a supervisé la mission de Croix du Sud. Et, probablement celui qui a donné l'ordre de sacrifier mon équipe, compléta Claire, sentant son pouce accélérer. La présence du général n'était pas une coïncidence, c'était la carte maîtresse de Philippe. Les deux hommes se dirigèrent directement vers Mathieu, qui les accueillit avec une politesse forcée. Des mots furent échangés, les expressions se tendirent. Claire ne pouvait entendre la conversation, mais le langage corporel était clair. Philippe et le général faisaient quelque sorte de menace voilée. « Il est temps de mettre notre plan en œuvre », dit Claire à Romain, qui acquiesça et fit discrètement un signe à Édouard. Quelques minutes plus tard, tous furent invités dans l'auditorium où Mathieu ferait la présentation officielle du projet. Les invités s'installèrent dans des fauteuils confortables, tandis qu'une impressionnante projection holographique montrait le logo de la Fondation Nouveaux Horizons. Un aigle en vol au-dessus de montagnes, symbolisant liberté et sauvetage. Mathieu monta sur scène, remercia tous les présents et commença à expliquer la mission de la Fondation. Son éloquence naturelle captivait l'audience, et même ceux initialement sceptiques semblaient sincèrement intéressés. « Pour parler de la structure opérationnelle de la Fondation, annonça-t-il, j'aimerais appeler notre directrice des CBC SIG, Opération Lieutenant Claire Dubois. » Tandis que Claire marchait avec assurance vers la scène, elle remarqua l'inconfort visible de Philippe et du général. Clairement, il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait déjà officiellement accepté le poste. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix ferme et claire. « Avant de détailler comment nos équipes opéreront sur le terrain, j'aimerais partager pourquoi j'ai accepté ce défi. » Avec une précision militaire et une éloquence surprenante, Claire raconta son histoire. La fierté de servir, la tragédie de Croix du Sud, les années de culpabilité auto-imposée et finalement la découverte de la vérité. Sans mentionner de nom, elle fit clairement comprendre que la mission avait été sabotée par des intérêts qui valorisaient certaines vies plus que d'autres. La Fondation Nouveaux Horizons naît justement pour défier ce système, poursuivit-elle. Pour créer une alternative où chaque vie a une valeur égale, où les décisions de sauvetage sont basées uniquement sur la faisabilité technique, jamais sur le statut social, l'influence politique ou la valeur économique de la personne en danger. Pendant qu'elle parlait, elle remarqua que Philippe et le général devenaient de plus en plus agités. C'était le moment du coup final. Et pour démontrer notre engagement envers la transparence et la justice, j'aimerais annoncer notre première mission officielle, Opération Rédemption. L'écran derrière elle changea, montrant des cartes et des photos d'une région reculée à la frontière entre la France et le Pérou. Basées sur des preuves substantielles, nous croyons qu'il existe au moins 5 personnes dans cette région, qui ont été officiellement déclarées mortes, mais qui sont en réalité vivantes, maintenues en captivité ou perdues dans la jungle. Des personnes qui ont été abandonnées parce qu'elles n'avaient pas la valeur stratégique nécessaire pour justifier un sauvetage officiel. Un murmure parcourut l'audience. Philippe se leva brusquement, mais le général le retint par le bras, le forçant à rester assis. « Cette opération commencera dans exactement 2 semaines, » continua Claire, « et pour garantir une totale transparence, nous inviterons la presse internationale à suivre nos progrès en temps réel. Chaque personne secourue aura l'opportunité de raconter son histoire, comment ils ont été abandonnés et pourquoi. » Le visage de Philippe était livide. Le plan de Claire était brillant dans sa simplicité. Au lieu de confronter directement les menaces de Philippe et du général, elle créait un contexte où toute interférence de leur part serait vue comme une obstruction à un sauvetage. Humanitaire, exposant potentiellement leur implication dans l'abandon délibéré de personnes. Maintenant, j'aimerais inviter notre directeur du renseignement et de la sécurité, Romain Martin, pour expliquer comment nous garantirons la sécurité de nos équipes durant cette opération et d'autres. Tandis que Romain prenait la scène, Claire remarqua que le général Mercier se penchait pour murmurer quelque chose à l'oreille de Philippe. Quelques secondes plus tard, tous deux se levèrent discrètement et quittèrent l'auditorium. Son message avait été clairement reçu. La Fondation ne se laisserait pas intimider, et toute tentative de sabotage aurait désormais des conséquences publiques dévastatrices. Le reste de la présentation se déroula parfaitement. Les partenaires potentiels et les investisseurs montraient un enthousiasme croissant, fascinés non seulement par la proposition humanitaire,
mais aussi par la sophistication technique et l'expérience incontestable de l'équipe réunie. Après la session de questions, tandis que les invités circulaient au cocktail de clôture, Mathieu retrouva Claire dans un coin tranquille. « C'était brillant », la complimenta-t-il, « la façon dont vous avez neutralisé Philippe et le général sans une seule menace. » Direct. J'ai simplement appliqué un principe de base du combat, retourner la force de l'adversaire contre lui-même. Philippe n'abandonnera pas facilement, avertit Mathieu. Il s'est simplement replié stratégiquement. Nous comptons là-dessus, répondit Claire avec un petit sourire. En fait, ce serait décevant s'il abandonnait si facilement. Mathieu rit, un son sincère de soulagement et de satisfaction. Je crois que j'ai sous-estimé à quel point vous seriez redoutable dans ce rôle. Beaucoup commettent cette erreur. Elle regarda autour d'elle, vers le siège maintenant rempli de personnes, enthousiastes discutant de l'avenir de la Fondation. Cela va vraiment se produire, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un rêve idéaliste. Cela se produit en ce moment même, confirma Mathieu, et en grande partie grâce à vous. Romain les rejoignit, apportant 3 coupes de champagne. Je crois que nous méritons de célébrer. L'opération Rédemption a été officiellement approuvée à l'unanimité par le conseil d'investisseurs. Le financement est garanti. Les 3 levèrent leurs verres dans un toast silencieux. Pour Claire, c'était plus qu'une célébration professionnelle. C'était la fin d'un chapitre de culpabilité et d'isolement, et le début de quelque chose de nouveau et significatif. Plus tard, quand la plupart des invités étaient déjà partis, Claire se retrouva seule sur la terrasse du siège, observant le coucher de soleil sur Lyon. La ville immense s'étendait jusqu'à l'horizon, des lumières commençant à parsemer le paysage urbain. Des pas familiers s'approchèrent, Romain, tenant 2 cafés. « J'ai pensé que tu préférerais un ça au champagne, dit-il, lui offrant une tasse. « Tu m'as toujours trop bien connu, répondit-elle, acceptant le café avec gratitude. Ils restèrent silencieux quelques instants, appréciant simplement la vue et la compagnie l'un de l'autre. « Tu sais, commença finalement Romain, tu n'as jamais répondu à ma question. Sur ce que tu allais me dire à Croix-du-Sud, avant que tout ne bascule. » Claire respira profondément. Après des années de murs émotionnels soigneusement construits, c'était étrange de se sentir à nouveau vulnérable. Mais si elle avait appris quelque chose ces derniers jours, c'était que certaines vérités devaient être dites, certains risques devaient être pris. « J'allais te dire que je t'aimais, » répondit-elle simplement, « que je t'avais aimé pendant des années, mais que je n'avais jamais eu le courage de l'admettre par peur de compliquer notre partenariat professionnel. » Romain resta immobile, ses yeux fixés sur les siens. « Et maintenant ? Maintenant ?» Claire sourit doucement. « Maintenant, nous commençons une nouvelle phase. Nous construisons quelque chose d'important ensemble. Je crois que je mérite la chance de découvrir si ces sentiments existent encore, sans le poids du passé qui interfère. » Romain posa sa tasse sur le muret de la terrasse et s'approcha prenant doucement son visage entre ses mains. « Ils existent, Clay. Du moins de mon côté, ils n'ont jamais cessé d'exister. » Le baiser qui suivit fut doux et familier, comme si leurs lèvres se souvenaient l'une de l'autre d'une vie antérieure. Quand ils se séparèrent, Claire ressentit une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années, comme si la dernière pièce d'un puzzle complexe trouvait enfin sa place. De retour à l'intérieur du siège, ils trouvèrent Mathieu, Duval, Isabelle et Paul réunis autour de la table holographique, planifiant déjà les détails de l'opération Rédemption. En les voyant entrer, Duval sourit d'un air entendu, mais ne fit aucun commentaire. « Juste à temps, » dit Mathieu. Nous discutions de la composition de la première équipe de terrain. Claire prit naturellement sa place en bout de table, examinant les cartes et les données présentées. Le chemin à venir serait exigeant. Il y aurait des obstacles, des dangers, des moments de doute. Philippe et ses alliés tentèrent certainement d'interférer à nouveau. Il y aurait des sauvetages réussis et, inévitablement, quelques échecs. Mais pour la première fois depuis longtemps, Claire Dubois se sentait complète, non plus en fuite face au passé, mais l'utilisant comme fondation pour construire quelque chose de meilleur. Non plus seule avec ses fantômes, mais entourée de personnes qui partageaient sa vision et ses valeurs. Tandis que l'équipe discutait stratégie et planification, Claire échangea un regard significatif avec Romain. Il lui sourit de ce sourire
qui avait toujours été réservé uniquement à elle, et elle sut avec certitude, quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble.